Chapitre 8. Respecter le processus. La diligence. Le sot attend de la vie que tout y soit facile et rapide. L'argent, le succès, la notoriété. L'ennui est sa grande peur et son grand ennemi. Ce qu'il parvient à acquérir lui glisse entre les doigts aussi vite qu'il est arrivé. Vous, en revanche, vous voulez survivre à vos rivaux. Jetez les bases de quelque chose qui continuera à croître. Pour y parvenir, suivez un apprentissage. Apprenez de bonne heure à supporter les longues heures de pratique et de travail pénible, sachant qu'à la fin, cela se traduira par davantage de plaisir, la maîtrise de votre métier et de vous-même. Visez à devenir un vrai spécialiste pour avoir en permanence l'intuition de ce qui vous attend. S'enrichir lentement. Maîtrisez l'instrument, maîtrisez la musique, puis oubliez toute cette merde et jouez. Charlie Parker. Tandis qu'il grandissait dans le Southside Queens, Curtis Jackson constatait que les seules personnes à avoir de l'argent et du pouvoir étaient les dealers. À l'âge de 11 ans, alors qu'il nourrissait les plus hautes ambitions pour son avenir, il choisit de suivre ce chemin. Mais il observa vite que le sort du dealer n'avait rien de chic. Ce métier consistait essentiellement à rester debout à un carrefour à longueur de journée pour vendre les mêmes drogues aux mêmes drogués. Il fallait supporter de ne rien faire pendant des heures, sinon attendre le client, souvent dans un froid glacial ou une chaleur torride. Naturellement, durant ces longues heures ennuyeuses, l'esprit de Curtis vagabondait. Il se surprit à souhaiter gagner de l'argent plus vite, plus facilement et de façon plus intéressante. Il existait des opportunités dans le quartier, liées en général à des activités douteuses, sinon criminelles. Il fut parfois tenté de s'y essayer, mais il se souvenait d'innombrables trafiquants de sa connaissance qui avaient succombé à l'illusion facile. Tous s'étaient fait avoir et avaient inévitablement fini morts ou ruinés. Un de ses amis appelé Tissy, fatigué de dealer, se mit à fréquenter une bande qui, pendant l'été, dévalisait des épiceries et de temps en temps une banque. Tissy gagna ainsi pas mal d'argent en 3 mois et le dépensa durant l'automne et l'hiver. L'été suivant, il recommença. Ce n'était pas seulement pour l'argent, mais pour le frisson qu'il éprouvait à flirter avec autant de dangers. Mais le deuxième été, sa chance tourna et il fut tué lors d'une fusillade avec la police. Un autre collègue de Curtis, du nom de Spite, avait quelques années de plus que lui. Il avait mis de l'argent de côté pendant qu'il dealait et avait rêvé de quelque chose de plus gros. Il était convaincu qu'il pouvait faire fortune rapidement en achetant une franchise nouvelle dans le quartier dont il était sûr qu'elle marcherait du tonnerre. Il investit tout son argent dans ce projet, mais il était trop impatient. Il n'avait pas pris le temps d'accoutumer son public à sa nouvelle vie. Tout le monde croyait que son projet n'était qu'une façade camouflant son trafic de drogue. Du coup, on l'évitait, et l'endroit devint le rendez-vous des dealers et des drogués. Il fit faillite en quelques mois et ne se remit jamais de cette expérience. Le fond du problème était que, pour réussir comme dealer, il fallait s'acclimater au rythme lent de ce métier. Mais dans le quartier, l'avenir semblait rarement prometteur. Il était dur pour les dealers d'épargner de l'argent en vue des futures périodes de vaches maigres, périodes qui ne viendraient probablement jamais. Inévitablement, le désir d'aller plus vite s'insinuait dans leur esprit et, s'ils y cédaient, ils sombraient dans un cercle vicieux dont ils ne pouvaient plus sortir. S'ils parvenaient à faire de l'argent très vite, celui-ci agissait sur eux comme une drogue. Ils perdaient la tête et dépensaient tout pour impressionner les gens. Une fois l'argent dépensé, ils redevenaient dealers, mais cela leur semblait trop lent et ennuyeux. Et ils se lançaient de nouveau dans un projet risqué. Piégés par leur propre cupidité, ils n'arrivaient pas à acquérir patience et discipline. Et cette vie en montagne russe était ingérable à terme. Quand ils atteignaient 25 ou 30 ans, ils étaient complètement grillés et il ne leur restait de ces années de travail ni compétences ni argent. Leur destin, par la suite, n'avait en général rien d'agréable. Pour résister à cette tentation, Curtis décida de porter ses efforts dans la direction opposée. Il considéra son travail de dealer comme un poste ordinaire. Il établit des heures fixes chaque jour et travailla de l'aube au crépuscule.
Progressivement, il s'habitua à ce rythme lent. Pendant les longues heures où il n'avait rien à faire, il réfléchissait à son avenir et échafaudait un projet détaillé de ce qu'il allait accomplir année après année pour, à terme, cesser définitivement de dealer. Il voulait d'abord se diversifier dans la musique, puis dans les affaires en général. Mais pour franchir la première marche, il devait épargner. La perspective de ce but l'aidait à surmonter l'ennui quotidien du métier. Il occupait ses longues heures à inventer de nouvelles façons de dealer avec le dessein de s'améliorer en permanence. Il se mit à faire de la boxe pour discipliner son esprit et son corps. Ses débuts furent piteux, mais il s'accrocha, s'entraîna jour après jour et finit par devenir un combattant efficace. Cela lui donna une leçon inestimable. Il pouvait obtenir ce qu'il voulait par le simple effet de la persévérance, sans force ni violence. La seule façon de réussir dans quelque domaine que ce soit était de progresser étape par étape. Et à l'âge de 20 ans, il se lança dans la musique, comme il l'avait prévu depuis le début. En 1999, après quelques années d'apprentissage auprès de Jam Master Jay, Curtis, désormais appelé 50 Cent, signa un contrat avec Columbia Records. C'était comme la réalisation d'un rêve, mais en observant les autres rappeurs qui faisaient partie du même label depuis un peu plus longtemps, il constata que les dangers qui l'entouraient n'avaient fait que s'aggraver. La tendance de tous les autres rappeurs était de se laisser immédiatement aller, de mettre moins d'énergie dans leur travail et de se disperser. Ils avaient l'impression d'être arrivés et, inconsciemment, ils travaillaient moins et consacraient moins de temps à l'apprentissage de leur métier. Leur aisance matérielle soudaine leur montait à la tête. Ils s'imaginaient que tout ce qu'ils touchaient se transformait en or et que cela continuerait. Si un de leurs morceaux parvenait au hit-parade, cela ne faisait qu'empirer les choses. Faute d'avoir bâti pierre par pierre leur carrière et leur avenir, ils laissaient tout se déliter en quelques années, cédant la place à des rappeurs plus jeunes et plus passionnés. Et du fait qu'ils avaient goûté la gloire, leur vie ultérieure n'en était que plus malheureuse. Pour Curtis, la solution était simple. Il venait de pénétrer dans un monde nouveau. Il fallait qu'il prenne le temps de le découvrir de façon approfondie. Dans le milieu trépidant du hip-hop, lui voulut ralentir. Il évita de faire la fête et resta essentiellement dans son coin. Il décida de se servir de Columbia Records comme d'une université, une chance qui lui était donnée pour apprendre les affaires. Il enregistrait des morceaux la nuit et passait tout le jour dans les bureaux de Columbia en s'informant auprès des personnes des différents services. Il apprit ainsi progressivement le marketing et la distribution et les ficelles du métier. Il étudia tous les aspects de la production et la façon dont on fabrique un morceau. Il se perfectionna sans relâche sur le plan musical. Un jour, le label l'envoya en résidence avec une douzaine d'autres rappeurs dans le nord de l'État de New York pour y écrire des morceaux. Il en rapporta 36, tandis que les autres en avaient à peine réalisé 5 ou 6. À la suite de la tentative d'assassinat en 2000, Columbia Records renvoya Curtis du label, mais il avait alors acquis tant de compétences qu'il n'avait plus besoin d'eux. Il en savait tellement qu'il fut capable d'appliquer ses connaissances à sa campagne de distribution de compilation, créant des morceaux à un rythme effréné et les commercialisant comme un professionnel. Il progressa pas à pas, et sa campagne attira l'attention d'Eminem qui, en 2003, lui fit signer un contrat avec son label Interscope. Quelques années plus tard, il se retrouva dans le monde de la grande entreprise et découvrit rapidement qu'il ne différait pas tellement du milieu de la rue. Beaucoup d'hommes d'affaires et de cadres dirigeants faisaient preuve de la même impatience que les dealers. Ils ne raisonnaient qu'en termes de mois et même de semaines. Leur rapport à l'argent était affectif. C'était une façon d'imposer leur importance et de flatter leur vanité. Ils lui proposaient des projets qui semblaient fascinants sur le moment, mais qui à terme ne conduisaient nulle part. Ces hommes n'étaient pas en phase avec les importants changements qui secouaient le monde. Ils ne prévoyaient pas de s'en servir à l'avenir. Cela aurait demandé trop d'efforts et de temps. Ces requins des affaires lui tombaient dessus de tous côtés avec des contrats de publicité censés lui rapporter des millions. Il s'imaginait qu'il était comme les autres rappeurs qui se jetaient sur ce genre d'opportunités. Mais un contrat de publicité ne construit rien de solide. C'est de l'argent illusoire. Il les envoya promener et choisit de démarrer sa propre affaire dans des conditions fixées par lui-même, chaque projet s'appuyant sur le précédent comme une chaîne.
Cette fois, son but était simple, bâtir un empire qui durerait. Et comme précédemment, il y parviendrait à force de persévérance. L'approche intrépide. La plupart des gens sont incapables de gérer l'ennui. Cela veut dire qu'ils sont incapables de persévérer dans un domaine assez longtemps pour y devenir bons. Et ils se demandent pourquoi ils sont malheureux. 50 Cent. Pour nos ancêtres préhistoriques, la vie était une lutte continuelle, exigeant un travail harassant pour se procurer aliments et abris. S'ils avaient du temps libre, celui-ci était en général réservé à des rituels permettant de donner un sens à cette vie si dure. Mais après des millénaires de civilisation, la vie est progressivement devenue plus facile pour beaucoup de gens qui se sont mis à avoir de plus en plus de loisirs. Dans ces moments de détente, ils n'eurent pas besoin de travailler au champ, ni de s'inquiéter de leurs ennemis ou des éléments naturels. Ils eurent simplement des heures à occuper. Ainsi s'imposa un nouveau type d'émotion, l'ennui. Dans le travail ou les rituels, l'esprit est occupé par les différentes tâches à accomplir. Mais quand on est seul chez soi, le fait d'avoir du temps libre permet à l'esprit de vagabonder où il veut. Laissé ainsi en liberté, il tente à se polariser sur l'angoisse de l'avenir, c'est-à-dire l'éventualité de problèmes et de dangers. Cette oisiveté est comme l'écho lointain du vide éternel de la mort. Ainsi, avec cette émotion d'un genre nouveau qui s'emparera de nos ancêtres, est survenu un désir qui nous hante aujourd'hui encore, celui d'échapper à tout prix à l'ennui, de nous distraire de nos angoisses. Les principaux moyens de distraction sont les loisirs publics sous toutes leurs formes, la drogue, l'alcool et les sorties. Mais ces distractions sont justement comme la drogue. Elles s'usent. Nous en voulons toujours de nouvelles, toujours plus trépidantes, pour nous arracher à nous-mêmes et nous éloigner des dures réalités de la vie et de notre ennui larvé. Toute une civilisation, la Rome antique, s'est pratiquement effondrée sous le poids de ces besoins nouveaux et de cette émotion. Toute l'économie de Rome était liée à la création de nouveautés sur le plan du luxe et des loisirs qui sapaient l'esprit des citoyens. Ceux qui étaient prêts à sacrifier ces plaisirs pour se consacrer au travail et au bien public se firent de plus en plus rares. Tel est le schéma que l'ennui a créé chez l'homme et qui perdure aujourd'hui encore. On se projette hors de soi à la recherche de diversion et l'on finit par en devenir dépendant. Les distractions ont un rythme plus rapide que le temps que l'on passe au travail. Celui-ci est alors perçu comme ennuyeux, lent et répétitif. Tout ce qui demande un effort est considéré de la même façon. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas assez rapide. Si l'on va assez loin dans ce sens, on trouve de plus en plus difficile d'exercer la patience nécessaire pour acquérir la maîtrise d'un métier quel qu'il soit. On supporte de moins en moins la solitude. La vie se partage entre ce qui est nécessaire, le temps de travail, et ce qui est agréable, les loisirs et distractions. Par le passé, c'était surtout les riches qui s'ennuyaient. Maintenant, cela touche pratiquement tout le monde. Cependant, il existe un autre rapport possible à l'ennui et au temps libre, une approche intrépide qui produit des résultats tout autres que la frustration et l'envie de fuir la réalité. Cet autre schéma est le suivant. On a un grand dessein que l'on veut réaliser au cours de sa vie, quelque chose que l'on se sent destiné à créer. Si l'on atteint ce but, il apporte une satisfaction beaucoup plus profonde que les frissons évanescents provenant de distractions extérieures. Pour y arriver, il faut apprendre un métier, c'est-à-dire s'éduquer et développer des compétences propres. Toute activité humaine implique un processus pour parvenir à y exceller. Il faut en apprendre les différentes étapes et procédures et faire progresser ses compétences de niveau en niveau. Cela exige discipline et ténacité, la capacité de supporter une activité répétitive, la lenteur et l'angoisse que suppose un pareil défi. Une fois que l'on s'engage sur ce chemin, deux choses se passent. D'abord, le fait d'avoir un grand dessein élève l'esprit au-dessus du moment présent et aide à supporter un travail dur et pénible. Ensuite, au fur et à mesure que l'on se perfectionne, le travail devient de plus en plus agréable. On mesure ses progrès, on découvre des liens et des possibilités que l'on ne soupçonnait pas initialement. L'esprit s'absorbe dans ce cheminement vers l'excellence, et grâce à cette absorption, il oublie tous ses problèmes, la peur de l'avenir et les jeux malveillants de l'entourage.
Mais à la différence des distractions qui proviennent de sources extérieures, ce processus vient de l'intérieur. On acquiert des compétences pour la vie, une sorte de discipline mentale qui servira de base à notre pouvoir. Pour que ce schéma se réalise, il faut embrasser une carrière ou un métier qui vous passionne vraiment. Ainsi s'estompe la frontière entre travail et plaisir. Le plaisir découle du fait de maîtriser un domaine et de l'immersion mentale que cela exige. Dans les quartiers défavorisés, la plupart des emplois disponibles sont mal payés. Ce sont des tâches subalternes qui n'exigent pas de véritables compétences. Même les dealers s'ennuient, ils n'ont pas véritablement d'avenir. Face à cette dure réalité, on a le choix entre deux issues. Soit on fuit dans la drogue, l'alcool, la délinquance et les plaisirs immédiats que l'on peut grappiller, soit on rompt le cercle vicieux en acquérant de la discipline et une éthique du travail. Les personnes qui optent pour la deuxième solution sont dévorées par la faim du pouvoir et le sentiment de l'urgence. Elles sont en permanence menacées de tomber dans une vie de petits boulots et de distractions dangereuses. Elles apprennent à être patientes et à se former. Elles ont appris, en étant salariées ou dealers, à supporter les longues heures de travail ennuyeux nécessaires pour acquérir la maîtrise d'un métier. Elles ne se plaignent pas, elles ne cherchent pas à s'évader de la réalité, mais elles voient le travail comme un moyen de se libérer. Ceux qui n'ont pas grandi dans un quartier défavorisé ne perçoivent pas le lien impérieux qui existe entre pouvoir et discipline. Nos emplois ne sont pas si ennuyeux. Ils peuvent déboucher sur quelque chose de vraiment intéressant, tout au moins est-ce ce que nous espérons. Nous avons acquis un semblant de discipline à l'école ou au travail et cela suffit. Mais en fait, nous nous berçons d'illusions. En général, nous ne faisons que supporter notre travail. Nous ne vivons que pour nos loisirs et nous rêvons à l'avenir. Nous ne nous engageons pas dans nos activités quotidiennes avec la totalité de nos pouvoirs mentaux car nous ne trouvons pas notre emploi aussi passionnant que la vie dans le monde extérieur. Nous tolérons de moins en moins les moments d'ennui et les activités répétitives. Si nous perdons notre emploi ou que nous voulons quelque chose d'autre, nous affrontons brusquement le fait que nous n'avons pas la patience indispensable pour effectuer le changement qu'il convient. Nous devons nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard et comprendre que le pouvoir et le succès ne s'acquièrent qu'en maîtrisant un processus, lequel repose sur une base de discipline que nous devons continuellement préserver. L'histoire nous montre que les grands intrépides possédaient tous une excellente tolérance aux tâches les plus assommantes et les plus répétitives. Cela les conduisait à exceller dans leur domaine et à maîtriser leur métier. Cela découle en partie d'une découverte précoce. Les résultats tangibles ne s'obtiennent qu'à force de rigueur et de patience. À ce propos, l'histoire d'Isaac Newton est particulièrement éclairante. Au début de 1665, Newton avait 23 ans. Il était étudiant à l'université de Cambridge et à la veille de passer des examens pour devenir mathématicien. Soudain, une épidémie de peste éclata à Londres. Les morts étaient horribles et se multipliaient de jour en jour. Beaucoup de Londoniens s'enfuirent à la campagne où ils répandirent l'épidémie dans un vaste rayon. Pendant l'été, Cambridge fut contrainte de fermer et ses étudiants se dispersèrent dans toutes les directions pour se mettre en sécurité. Pour les étudiants, rien n'aurait pu arriver de pire. Ils étaient tenus de vivre dans des villages épars et, pendant 20 mois, ils souffrirent cruellement de la peur et de l'isolement tandis que la peste se déchaînait dans toute l'Angleterre. Leurs esprits désœuvrés restaient oisifs et beaucoup devinrent fous d'ennui. Sauf Newton, pour lequel la peste représenta une opportunité sans précédent. Il rentra chez sa mère à Woolthorpe, dans le Lincolnshire. À Cambridge, il était tourmenté par une série de problèmes mathématiques qui travaillaient également ses professeurs. Il décida de passer son temps à Woolthorpe sur ces problèmes. Il avait pris avec lui un grand nombre d'ouvrages de mathématiques qu'il avait accumulés et il se mit à les étudier de façon intensive. Il revint jour après jour sur les mêmes problèmes, couvrant de calculs un cahier après l'autre. Quand il faisait bon, il sortait se promener tout en continuant à réfléchir et s'asseyait sous un pommier dans le verger qui entourait sa maison. Une fois, alors qu'il regardait une pomme suspendue à une branche, il observa qu'elle avait le même diamètre apparent que la lune juste au-dessus. Il se mit à comparer la situation de ces deux corps, retenus l'un à son arbre et l'autre sur son orbite autour de la Terre. Il en conçut la notion de gravité. Il observa le soleil et l'effet optique de tout ce qu'il y avait autour de lui.
Il se mit à faire ses propres expériences sur le mouvement et la propriété de la lumière. Son esprit s'appliquait naturellement à des problèmes de géométrie qui tournaient autour de la chute des corps et de la mécanique. Plus il approfondissait ses études, plus il voyait des liens entre différents phénomènes et plus il avait des idées soudaines. Il résolvait problème après problème. Son enthousiasme et son élan s'accéléraient tandis qu'il prenait conscience des pouvoirs qui se déployaient en lui. Alors que les autres étaient paralysés par la peur et l'ennui, lui passa la totalité de ses 20 mois sans une pensée pour la peste ni une inquiétude quant à son avenir. Et pendant cette période, il créa pratiquement de toutes pièces les mathématiques, la mécanique et l'optique moderne. On considère en général que ce fut la période la plus féconde en pensée scientifique que l'homme ait connue. Naturellement, Isaac Newton possédait un esprit rare, mais à Cambridge, personne n'avait entrevu l'étendue du pouvoir de son intelligence. Il lui fallut cette période d'isolement forcé et de travail répétitif pour faire de lui un génie. Quand on étudie les grands hommes de l'histoire, on tente à se focaliser sur leur réussite. De ce point de vue, il est facile d'être ébloui et d'attribuer leur succès à leur gène et peut-être à quelques facteurs relationnels. Ils étaient doués. Pas question pour nous, pensons-nous, de les égaler. Mais nous choisissons d'ignorer la période significative de leur vie où ils ont accepté, chacun à leur façon, un apprentissage passablement ennuyeux dans leur propre domaine. Ce qui les gardait en mouvement était le pouvoir qu'ils avaient rapidement acquis par la maîtrise de certaines étapes. Leurs idées sensationnelles, que nous prenons pour des éclairs de génie, découlaient en réalité d'un processus intensif d'apprentissage. Si nous nous concentrions sur cette période de leur vie et non sur les figures légendaires qu'ils sont ultérieurement devenus, nous comprendrions que nous aussi pouvons acquérir une partie ou la totalité de ce pouvoir par une patiente immersion dans un domaine d'étude quel qu'il soit. La plupart des gens sont incapables de supporter l'ennui que cela implique. Ils ont peur de s'engager dans un processus aussi exigeant. Ils préfèrent leurs distractions, leurs rêves et leurs illusions. Ils ne se rendent jamais compte de la qualité des plaisirs à la portée de ceux qui choisissent de se dominer eux-mêmes et de dominer un métier. Les clés de l'intrépidité. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Blaise Pascal. Au moment d'apprendre à parler, nous suivons tous le même processus. Au départ, nous éprouvons une frustration. Nous avons des désirs et des besoins à exprimer, mais il nous manque les mots pour le faire. Lentement, nous apprenons des phrases, nous absorbons des tournures. Nous accumulons du vocabulaire, mot après mot. Cela est pour une bonne part assommant, mais nous sommes poussés par notre intense curiosité et notre soif de savoir. À un moment donné, nous parlons assez couramment pour pouvoir communiquer aussi vite que nous pensons. Et bientôt, nous n'avons même plus besoin de penser. Les mots viennent tout seuls et parfois, quand nous sommes inspirés, ils s'écoulent de nous d'une façon que nous sommes incapables d'expliquer. L'apprentissage d'une langue, maternelle ou étrangère, implique un processus qui ne peut être court-circuité. Il n'y a pas de miracle. L'apprentissage d'un langage révèle d'un schéma commun à toutes les activités de l'homme, intellectuelles ou physiques. Pour acquérir la maîtrise d'un instrument de musique ou d'un jeu, on commence au plus faible niveau de compétence. Le jeu semble ennuyeux tant qu'il nous faut apprendre les règles et nous en servir à un niveau élémentaire. Comme pendant l'apprentissage d'une langue, nous éprouvons une frustration. Nous voyons les autres qui jouent merveilleusement et nous imaginons ce que cela peut représenter, mais nous sommes bloqués au stade des gammes et des répétitions. À cette étape, soit nous cédons à nos frustrations et nous abandonnons le processus, soit nous persévérons, devinant le pouvoir qui est presque à notre portée. Peu à peu, nos compétences s'améliorent et nos frustrations diminuent. Nous n'avons plus besoin de réfléchir. Nous sommes surpris de notre aisance et des intuitions qui nous parviennent en un éclair. Dès que nous atteignons un certain niveau de maîtrise, nous découvrons qu'il existe des niveaux et des défis plus élevés. Si nous faisons preuve de discipline et de patience, nous continuons. À chaque niveau, de nouveaux plaisirs et une nouvelle compréhension nous attendent, dont nous ne soupçonnions pas l'existence au moment où nous avons commencé. Nous pouvons poursuivre ainsi aussi loin que nous voulons. Dans toute activité humaine, il existe toujours un degré supérieur auquel nous pouvons aspirer. Pendant des milliers d'années, ce concept d'apprentissage fit partie de la sagesse populaire.
Il était enchâssé dans le concept de maîtrise d'un métier. La survie de l'homme dépendait du fait qu'il soit capable de construire des instruments, des bâtiments, des navires, etc. Pour les fabriquer convenablement, il fallait apprendre à le faire, consacrer des années à l'apprentissage, progresser de niveau en niveau. Depuis l'invention de l'imprimerie, la connaissance a pu être largement distribuée. Discipline et patience s'appliquèrent à l'éducation, c'est-à-dire à l'acquisition raisonnée de connaissances. Ceux qui faisaient semblant de savoir sans avoir passé des années à étudier étaient considérés comme des charlatans et méprisés. De nos jours, néanmoins, nous avons atteint un point dangereux où cette sagesse populaire s'oublie. Cela est en partie dû à la notion destructrice de technologie. Nous comprenons tous quels immenses avantages et quel pouvoir considérable elle nous a apportés. Mais à cause de la vitesse avec laquelle nous pouvons obtenir tout ce que nous voulons, notre mode de pensée a évolué. L'homme est impatient par nature. Quand il est dans l'impossibilité d'obtenir ce qu'il désire, il n'aime pas ça. La vitesse accrue que la technologie fournit à la satisfaction de nos envies accentue les aspects infantiles de notre tempérament. La patiente accumulation de connaissances semble inutilement ennuyeuse. L'apprentissage doit lui aussi être amusant, rapide et facile. Sur Internet, on peut faire des connexions instantanées et surfer d'un sujet à l'autre en demeurant superficiel. Nous en venons à privilégier l'étendue des connaissances par rapport à leur profondeur, la faculté de toucher à tout plutôt que creuser jusqu'à la source d'un problème et comprendre comment les choses fonctionnent. Nous perdons le sens de l'effort. Dans cette atmosphère, les charlatans poussent comme des champignons. Ils offrent le mythe séculaire de la baguette magique, le pouvoir, la beauté et le succès en quelques leçons, sous la forme de livres, de CD, de séminaires et de prétendus secrets révélés à tout à chacun, et les gogos de se précipiter. Cette nouvelle façon de penser et d'apprendre ne constitue pas un progrès. Elle crée un phénomène que l'on peut qualifier de court-circuit. Le fait d'aller au fond des choses, de maîtriser un processus, exige du temps, de la concentration et de l'énergie. Quand les gens sont aussi distraits, leur esprit saute sans cesse d'un sujet à un autre, il devient de plus en plus difficile de rester concentré sur un seul problème plus de quelques heures, sans parler de mois ni d'années. Sous cette influence, l'esprit tend à tout court-circuiter. Il n'est pas capable de mener une tâche complexe à bonne fin. Il s'arrête en chemin pour se tourner vers quelque chose de plus séduisant. Quand la concentration n'est plus là, il devient ardu de bien faire les choses. C'est pourquoi on trouve tant de produits de camelote fabriqués avec de moins en moins d'attention aux détails. Comprenons-nous bien. Le vrai secret, la vraie recette du pouvoir en ce monde, c'est d'accepter la dure réalité, le fait que l'apprentissage exige un processus, lequel demande de la patience et la capacité de supporter un dur travail. Cela n'est pas bien attirant au premier abord, mais cette vérité est fondée sur quelque chose de réel et de substantiel, une sagesse séculaire qui ne sera jamais démentie. La clé est le niveau de notre motivation. Si l'on est vraiment avide de pouvoir et de maîtrise des choses, on absorbe en profondeur et on aggrave dans son esprit l'idée suivante. Les courts-circuits n'existent pas. On se méfie de tout ce qui est rapide et facile. On est capable d'endurer les premiers mois de travail morne et répétitif parce que l'on a un grand dessein. Cela évite d'avoir recours au court-circuit, à la tentation de connaître beaucoup de choses sans en maîtriser aucune. En définitive, ce que l'on veut vraiment maîtriser, c'est soi-même. Son impatience, sa peur de l'ennui et du temps perdu, son besoin insatiable de distraction et d'amusement. Voici les 5 stratégies principales permettant de retrouver une relation juste avec ce processus. Apprendre de ses erreurs. Grâce à ses expériences de bagarre de rue quand il était adolescent, Jack Johnson avait l'intuition qu'il pouvait devenir un jour un grand boxeur. Mais il était noir et pauvre, trop pauvre pour pouvoir s'offrir un entraîneur. Aussi, en 1896, à l'âge de 18 ans, il se lança dans un processus assez remarquable. Il se mit à accepter tous les combats que l'on voulait bien lui proposer contre n'importe quel adversaire sur le ring. Au début, il essuya des raclées épouvantables de la part de boxeurs qui se servaient de lui comme d'un punching ball. Mais comme c'était sa seule source d'apprentissage, il parvint rapidement à esquiver le plus possible pour prolonger les combats afin de se former. À cette époque, les combats duraient parfois 20 rounds, et le but de Johnson était toujours de tenir un maximum.
Il mettait ce temps à profit pour étudier avec soin ses adversaires. Il remarqua que certains boxeurs se battaient selon des schémas récurrents, que d'autres téléphonaient leurs coups. Il apprit à les classer selon leur regard et leur attitude physique. Il apprit à les mettre en fureur, en sorte d'analyser leurs réactions. Il en endormait certains par un style calme, pour voir là aussi l'effet que cela avait sur eux. La méthode de Johnson le fit énormément souffrir. Il livrait 15 ou 20 combats par an. Il encaissa des coups innombrables. Bien que capable de mettre KO la plupart de ses adversaires, il préférait esquiver et apprendre sur le ring. Cela lui valut des sarcasmes sans fin de la part des spectateurs, blancs pour la plupart, qui le traitaient de lâche. Lentement, sa méthode commença à payer. Il avait affronté des adversaires tellement variés qu'il pouvait désormais reconnaître leur style personnel dès le début du combat. Il était capable de sentir leurs faiblesses et de trouver l'instant précis où il pouvait porter le coup fatal. Il se familiarisa mentalement et physiquement avec le rythme d'un long et exténuant combat. Il acquit la perception intuitive de l'espace du ring et de la façon de se placer et d'épuiser ses adversaires en 20 rounds. Beaucoup avouèrent qu'il semblait avoir la capacité de lire dans leur esprit. Il avait toujours un mouvement d'avance. En suivant ce chemin, Johnson devint en quelques brèves années champion du monde poids lourd et le plus grand boxeur de son époque. Trop souvent, on a de l'étude une conception livresque. On fait ce que les autres disent, avec peut-être quelques exercices. Cette vision de l'apprentissage, coupée de l'expérience pratique, est incomplète et dictée par la peur. Nous sommes faits pour faire les choses et pas seulement pour les imaginer. Pour maîtriser un processus quel qu'il soit, on doit essayer et essayer encore et tirer des enseignements de nos erreurs. On fait des expériences, on essuie des coups et on voit ce qui fonctionne ou pas en temps réel. On s'expose et on expose son travail à l'attention du public. Nos échecs sont gravés dans notre système nerveux. On ne veut pas les répéter. Nos succès sont liés à notre expérience immédiate et nous permettent de progresser. On en vient à respecter profondément ce processus car on voit et on sent les progrès que l'on peut faire par la pratique et un travail régulier. En poussant cette méthode assez loin, on acquiert la connaissance intuitive de ce qu'il faut faire parce que ce savoir est lié à quelque chose de physique et de viscéral. Quand on arrive à ce niveau d'intuition, on a atteint l'excellence. Maîtriser quelque chose de simple. Nous souffrons souvent d'un sentiment d'insécurité parce que nous n'avons jamais véritablement maîtrisé quoi que ce soit dans la vie. Inconsciemment, nous nous sentons faibles et jamais tout à fait à la hauteur. Avant d'entreprendre quelque chose, nous redoutons d'échouer. La meilleure façon d'éviter cela une bonne fois pour toutes est de prendre notre faiblesse à bras-le-corps et de nous installer dans la confiance. Et cela peut être accompli en nous attribuant d'abord un but simple et élémentaire qui nous donnera le goût du pouvoir que cela confère. Démosthène fut l'un des grands hommes politiques de la Grèce antique. Il le devint à cause de sa peur intense de parler en public. Enfant, il était frêle et nerveux. Il bégayait et semblait toujours hors d'haleine. On se moquait sans cesse de lui. Son père mourut quand il était petit, lui léguant une somme rondelette que ses tuteurs s'empressèrent de lui dérober. Il décida de devenir avocat pour pouvoir traîner ses malfaiteurs en justice lui-même. Mais un avocat a besoin d'être éloquent, et lui-même ne l'était en aucune façon. Il renonça à l'étude du droit, qui lui semblait trop difficile. Avec le peu d'argent dont il disposait, il se retira du monde et tenta de surmonter son handicap d'élocution. C'était le premier obstacle à franchir avant d'embrasser une carrière publique. Il se construisit un bureau souterrain pour pouvoir s'y entraîner dans la solitude. Il se rasa la moitié du crâne afin d'avoir trop honte pour se montrer en public. Pour en finir avec son bégaiement, il marchait sur la plage, la bouche pleine de galets, en se contraignant à parler sans arrêt, en sorte de se faire entendre par-dessus le bruit des vagues. Il écrivait des discours qu'il déclamait, tandis qu'il gravissait en courant des pentes abruptes afin d'apprendre à respirer. Il installa un miroir dans son bureau et étudia attentivement l'expression de son visage tandis qu'il parlait. Il engageait la conversation avec les personnes qui passaient chez lui et évaluait l'effet qu'avait sur eux chaque mot et chaque intonation. Au bout d'un an d'entraînement persévérant, il s'était totalement débarrassé de son bégaiement et était devenu un orateur plus que convenable. Et il décida de reprendre l'étude du droit. À chaque procès qu'il gagna,
sa confiance en lui atteignit de nouveaux sommets. Comprenant l'intérêt de pratiquer, il se mit à améliorer la façon dont il prononçait ses discours. Progressivement, il devint le meilleur orateur d'Athènes. Cette confiance nouvelle en lui-même se traduisait dans tout ce qu'il faisait. Il devint un homme politique en vue, se fit connaître pour son intrépidité face à n'importe quel adversaire. Quand on prend le temps de maîtriser un processus simple et de surmonter un manque élémentaire de confiance en soi, on développe certaines qualités que l'on peut appliquer à n'importe quoi. On est immédiatement récompensé de ce qui découle de la patience, de la pratique et de la discipline. On a le sentiment de pouvoir affronter pratiquement tous les problèmes de la même façon. On entre dans un cercle vertueux d'amélioration de la confiance en soi. Intégrer les règles du jeu. Étudiant en droit à l'université de Howard au début des années 1930, Thurgood Marshall avait sous les yeux toutes les injustices dont les Noirs étaient victimes aux États-Unis. Mais celle qui le révoltait le plus profondément était l'inégalité scandaleuse dans le domaine de l'éducation. Il avait parcouru le sud du pays dans le cadre d'enquêtes pour le NAACP et s'était rendu compte par lui-même de la qualité désastreuse des écoles réservées aux Noirs. Lui-même avait été victime de cette injustice. Il avait voulu s'inscrire à l'université du Maryland, près de chez lui. C'était une excellente faculté de droit. Mais les étudiants noirs n'y étaient pas admis, quelle que soit la qualité de leur dossier. Ils étaient dirigés vers des universités noires telles que celle de Howard, qui était à l'époque de niveau inférieur. Marshall se jura qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, il contribuerait à démanteler cet injuste système. Une fois diplômé de Howard en 1933, il eut à prendre une décision critique pour son avenir. On lui offrait une bourse à l'université de Harvard pour poursuivre des études de droit. Cela représentait une opportunité fabuleuse. Il pouvait accéder à une brillante carrière universitaire et promouvoir ses idées dans différents journaux. On était à l'époque en plein dans la crise de 1929 et les offres d'emploi pour les Noirs étaient rares. Un diplôme d'Harvard lui aurait assuré un avenir prospère. Mais quelque chose poussa Marshall à prendre le chemin opposé. Il décida d'ouvrir un cabinet à Baltimore et d'apprendre sur le terrain le fonctionnement du système judiciaire. Cette décision ressemblait à une folle imprudence. Il n'avait guère de travail et il était endetté. Les rares procès qu'on lui confia, il les perdit sans comprendre pourquoi. Apparemment, le système judiciaire avait ses propres règles et ses propres codes, auxquels il n'avait pas accès. Pour surmonter cet obstacle, Marshall choisit une stratégie unique. D'abord, il s'assura que ses dossiers juridiques étaient des chefs-d'œuvre jusque dans le moindre détail, sans erreur ni rature. Il s'attacha à s'habiller toujours de façon irréprochable et à se comporter avec la plus grande courtoisie sans pour autant s'abaisser ni s'incliner. Bref, il priva ses adversaires du moindre défaut sur lequel l'attaquer. Ainsi, il désamorça les soupçons, gagna ses premiers procès et parvint à pénétrer le milieu des avocats blancs. Ensuite, il étudia ce monde de près. Il comprit l'importance des relations et des amitiés, réseaux de pouvoir dont il n'avait pas jusqu'alors deviné l'existence. Il se rendit compte du fait que certains juges exigeaient d'être traités de façon particulière. Il apprit à parler leur langage et se conforma de son mieux au savoir-vivre que chacun respectait. Il s'aperçut que dans la plupart des procès, mieux valait se chamailler sur des points mineurs de procédure plutôt que sur des concepts grandioses. Sachant louvoyer au milieu de tant de règles et de conventions, il se mit à gagner de plus en plus de procès. En 1935, il attaqua l'université du Maryland au nom d'un étudiant noir auquel on avait refusé l'accès à la faculté de droit. Et il gagna son procès. De ce jour, il se servit de ses connaissances pour extirper toute forme de ségrégation du système éducatif et aboutit en 1954 à son plus grand triomphe en gagnant devant la Cour suprême américaine un procès connu sous le nom de Brown contre Board of Education. La décision de ce tribunal en sa faveur supprima effectivement toute base juridique à la ségrégation dans le système éducatif américain. Marshall fut plus tard le premier noir américain nommé à la Cour suprême. Ce qu'il avait appris en se plongeant dans un système judiciaire contrôlé par les Blancs de l'époque, c'est que l'élément relationnel avait autant d'importance que les éléments juridiques et techniques. Et cela ne s'apprenait pas en faculté de droit.
Pourtant, cet apprentissage était la clé pour parvenir à fonctionner au sein de ce système et à promouvoir la cause pour laquelle il se battait. Comprenez bien, quand on entre dans un groupe dans le cadre de son travail ou de sa carrière, on y trouve toutes sortes de règles qui gouvernent le comportement, la notion du bien et du mal, les réseaux d'influence qu'il faut respecter, les modes d'action à suivre afin de parvenir au succès. Faute de les observer ou de les apprendre soigneusement, on commet toutes sortes d'erreurs sans savoir pourquoi ni comment. Il faut considérer les aspects relationnels et politiques d'un métier comme aussi importants à maîtriser que les autres. Pendant la phase initiale de votre apprentissage, vous devez, comme Marshall, garder un profil bas. À ce stade, votre but n'est pas de vous montrer brillant, mais d'apprendre les conventions de l'intérieur. Repérez les erreurs notoires commises par les autres dans le groupe et qui leur ont coûté cher. Ainsi, découvrirez-vous les tabous particuliers de ce milieu. Au fur et à mesure que vous connaîtrez mieux ces règles, vous commencerez à les manipuler selon vos desseins. Si vous vous mesurez avec un système injuste et corrompu, il est beaucoup plus efficace d'en apprendre les codes de l'intérieur et de découvrir ses vulnérabilités. En sachant comment ils travaillent, on peut les démolir définitivement. Prêtez attention aux détails. Michel-Ange, alors qu'il étudiait les arts plastiques en Italie à la fin du XVe siècle, souffrait de ses propres limitations. Il avait des projets grandioses de peinture et de sculpture, mais pas la technique. Il observait les chefs-d'œuvre des autres artistes et aurait souhaité que son propre travail ait autant d'effet et de rayonnement, et il était frustré de ne produire que des œuvres plates et conventionnelles. Il tenta une expérience. Il se mit à copier ses chefs-d'œuvre préférés jusqu'au moindre coup de pinceau et découvrit que l'effet tant admiré résidait dans certains détails. Ces artistes arrivaient à reproduire des personnages et des paysages qui prenaient vie grâce à l'attention extrême apportée aux détails. Il commença ainsi un apprentissage remarquable de ce métier qu'il allait garder toute sa vie et qui modifierait totalement sa façon de penser. En créant ses sculptures, il devint obsédé par le squelette et les livres techniques sur le sujet semblaient dramatiquement inadaptés. Il entreprit de disséquer les corps humains. Cela lui donna une profonde connaissance de l'anatomie, connaissance qu'il pouvait reproduire dans son travail. Il s'intéressa aussi aux textures des étoffes, à la façon dont chaque type de tissu se plie de manière différente. Il s'attacha à reproduire à la perfection les vêtements. Il étendit son domaine d'étude aux animaux et à la façon dont ils se déplacent. Quand on lui commanda des œuvres conséquentes, il résista à l'éternelle tentation de commencer par un grand concept. Il étudiait au contraire le matériau qu'il devait travailler, les volumes, chaque statue qui devait en sortir et à partir de là, la silhouette et l'effet général. Grâce à cette attention aux détails, Michel-Ange découvrit le secret pour rendre ses personnages plus vivants. Il surpassa ainsi les autres artistes de son époque. Quand on se lance dans un projet, il arrive souvent que l'on mette la charrue avant les bœufs. On a tendance à envisager d'abord ce que l'on veut accomplir, et l'on imagine la gloire et l'argent que cela rapportera. Ensuite, on se demande comment donner vie à ce concept. Mais en cours de travail, nous perdons souvent patience, car les humbles étapes pour atteindre le but ne sont pas aussi passionnantes que la vision ambitieuse que l'on a en tête. Mieux vaut prendre les choses en sens contraire, et les résultats en seront bien différents. Lorsque vous avez un projet, commencez par vous plonger dans les détails du sujet. Étudiez la matière première sur laquelle vous devez travailler, les goûts du public visé et les derniers progrès techniques dans le domaine concerné. Faites-vous plaisir en creusant de plus en plus profondément les détails, que votre recherche soit intense. Fort de ces connaissances, vous façonnerez le projet lui-même en le fondant sur la réalité et non sur des concepts fumeux qui n'existent que dans votre tête. En fonctionnant de la sorte, cela ralentira votre esprit et développera votre patience par rapport aux détails, une qualité essentielle pour la maîtrise de n'importe quel métier créatif. Redécouvrir la persévérance. Voici le dilemme auquel nous nous heurtons tous. Pour arriver à quelque chose dans la vie, il faut réaliser des projets, chacun demandant facilement plusieurs années. Mais nous avons du mal à les gérer dans la durée. Nous sommes plongés dans le quotidien, nos émotions varient à chaque rencontre nouvelle.
Nous avons des désirs immédiats que nous travaillons en permanence à satisfaire. Durant cette longue période dont nous avons besoin pour atteindre un but, nous sommes assaillis par 1000 distractions et tentations qui nous semblent plus intéressantes. Nous perdons de vue nos objectifs et faisons des détours. C'est la raison pour laquelle nous essuyons maints échecs. Pour nous contraindre à surmonter obstacles et tentations, il nous faut être persévérants. Quand nous étions enfants, nous avions cette qualité parce que nous étions tenaces. Il faut tout bonnement redécouvrir et développer ce trait de caractère. D'abord, nous devons comprendre le rôle que joue notre niveau d'énergie dans la maîtrise d'un processus et la conduite d'un projet à bonne fin. Si nous ajoutons d'autres buts ou d'autres tâches, notre concentration vole en éclats et nous n'obtenons jamais ce que nous avions choisi au départ. On ne peut courir plusieurs lièvres à la fois, évitons donc cette tentation. En second lieu, essayons de morceler nos projets en échéances rapprochées. Nous avons un grand dessein, mais celui-ci s'atteint par étapes, marche après marche. Ces marches doivent représenter des mois et non des années. Le fait de gravir ces marches est gratifiant et donne le sentiment de progresser de façon tangible. Cela nous aide à résister aux détours en cours de route et nous propulse avec intrépidité. N'oublions pas que rien ne peut résister à une attaque persévérante de notre part. Retournement de perspective. Nous percevons en général l'ennui comme quelque chose de douloureux qui doit être évité à tout prix. Depuis l'enfance, nous avons pris l'habitude de trouver immédiatement quelque chose à faire pour supprimer ce sentiment. Mais cette activité, si elle revient assez souvent, devient elle aussi ennuyeuse. Ainsi en est-il de toute notre vie. Il nous faut chercher sans cesse des distractions nouvelles, amis, modes, sorties, religions ou causes auxquelles adhérer. Cette quête peut nous conduire à changer notre carrière et à lui communiquer une trajectoire sinueuse à la recherche de quelque chose pouvant atténuer cette sensation d'ennui. Pourtant, dans tous les cas, la racine du problème n'est pas l'ennui lui-même, mais la façon dont nous le percevons. Essayons de considérer l'ennui d'un point de vue opposé. Un appel à ralentir, à interrompre la recherche fébrile de distractions à tout propos. Cela peut signifier se forcer à passer du temps seul, à surmonter cette incapacité des enfants à rester assis sans bouger. Quand vous réussissez à vous imposer cet ennui, vous vous apercevez que votre esprit change de rythme. Des pensées nouvelles et inattendues vous viennent pour remplir le vide. Pour se sentir inspiré, il faut d'abord faire l'expérience d'un moment de vide. Mettez à profit ces moments pour récapituler la journée qui vient de s'écouler, pour reprendre vos marques. C'est un soulagement que de ne plus sentir un besoin continuel de distractions extérieures. À un niveau plus avancé de cette rééducation, on peut choisir un livre pour surmonter son ennui, mais au lieu de lire suivant un processus passif de diversion, on défie mentalement l'auteur de façon active en polémiquant furieusement. Cela donne une toute autre vie au livre. À un niveau plus avancé encore, on adopte une activité parallèle, culturelle ou physique, qui exige de maîtriser un processus répétitif. On découvre l'effet calmant de l'élément répétitif lui-même. Ainsi, l'ennui devient votre grand allié. Il vous aide à ralentir un peu, à cultiver patience et discipline. Grâce à ce processus, vous devenez capable de surmonter les inévitables moments vides de l'existence et d'en faire des plaisirs secrets. Or, il y a des hommes rares qui préfèrent périr plutôt que de travailler sans que le travail leur procure de la joie. Ils sont minutieux et difficiles à satisfaire. Ils ne se contentent pas d'un gain abondant lorsque le travail n'est pas lui-même le gain de tous les gains. Ils ne craignent pas autant l'ennui que le travail sans plaisir. Il leur faut même beaucoup d'ennui pour que leur propre travail puisse leur réussir. Pour le penseur et pour l'esprit inventif, l'ennui est ce calme plat de l'âme qui précède la course heureuse et les vents joyeux. Friedrich Nietzsche.